Emmanuel Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes amené à faire des reportages en région et dans les pays voisins, Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas. 10 jours avant l'invasion de l'Ukraine, vous étiez en Russie et dans le Donbass. Quel était l'objet de votre voyage? Alors l'objet de ce voyage, en fait, il était de couvrir l'actualité en Ukraine à ce moment-là, puisque ça faisait déjà plusieurs mois que les troupes russes étaient rassemblées autour de l'Ukraine et où une attaque imminente était annoncée par les renseignements américains. Et donc le Donbass, dans la zone séparatiste, il y a là-bas une guerre depuis 8 ans, depuis le 2014, puisqu'il y a deux républiques séparatistes autoproclamées, celle de Lougansk et de Donetsk, qui existent et qui sont rattachées plus ou moins à ce moment-là, quand on y est, c'est pas officiel, mais elles sont vraiment en lien avec la Russie. La Russie a même aidé, l'armée russe a été présente, hein, c'était le début de l'armée Wagner en 2014, et moi j'étais là-bas en 2014 et 2015, et à ce moment-là, il y a une équipe d'RTL qui est dans le Donbass ukrainien. Nous, M6, on est dans le Donbass séparatiste. C'est notre objectif, c'est de rentrer dans le Donbass séparatiste. Et on veut jouer à l'antenne un peu ces deux côtés pour informer autour de ce qui se passe là-bas. Mais c'est avant la guerre. Voilà. Quel sentiment aviez-vous quand vous aviez décidé de partir en reportage dans un pays qui se préparait à envahir son voisin? Eh ben, en fait, à ce moment-là, nous, on y va avec l'objectif d'aller chez les séparatistes à Donetsk. Et on a toutes les autorisations qui nous sont données. Je vais vous raconter une petite anecdote. Et en fait, les séparatistes ne nous laissent pas rentrer. Et on ne comprend pas pourquoi. À ce moment-là, on est à peu près 5 jours avant la guerre. Mais on ne sait pas qu'il va y avoir la guerre. Mais voilà, on l'apprend après. Et du coup, on est bloqué et on doit rester en Russie. On essaye de passer un peu, de négocier. Et du coup, on décide de faire un reportage en Russie, notamment sur le fait que les habitants de Donetsk, en fait, peuvent venir en Russie et viennent. Ils y viennent pour retirer de l'argent parce que c'est compliqué dans le Donbass. Et en fait, aussi, ils viennent toucher des aides russes. Et du coup, on commence à raconter cette histoire que les Russes distribuent aussi des passeports aux habitants du Donbass séparatiste. C'est une manière un peu de coloniser ce qui se passe. Et à ce moment-là, on se fait arrêter par la police russe. On est emmené en garde à vue par des hommes en armes. On nous explique qu'on n'a pas le droit de filmer tout ça. Et en même temps, on commence à être surveillé par la police. On va être jugé même en Russie et avoir une amende symbolique de 1000 roubles. Mais c'est pour montrer qu'en fait, on est empêché de travailler. Et quand on est en Russie et qu'on veut, il n'y a pas plein d'histoires à raconter, quoi. Il y a une histoire officielle. Et à ce moment-là, c'est peu avant la guerre, on voit les convois militaires arriver dans la zone. On est dans la zone de la région de Rostov, qui arrivent et qui vont passer les frontières séparatistes. On voit les hélicoptères de combat, donc on se dit qu'il se prépare quelque chose. Mais nous, à ce moment-là, on nous interdit, on est surveillé par la police, on nous interdit de travailler. Donc en fait, quand on va en Russie, on a cette notion de dire: est-ce que je vais pouvoir exercer mon métier librement ou pas? Donc on essaye, mais c'est risqué. Et là, en l'occurrence, on a été, nous, muselés sur place jusqu'au début de la guerre, où là, d'un coup, on a obtenu nos autorisations le lendemain de la guerre, de l'invasion russe, pour rentrer en zone séparatiste. Sur place, vous travaillez avec des fixeurs. Comment choisir le bon fixeur? Alors, c'est toujours vraiment... On rappelle que le fixeur, oui, c'est le guide qui va vous accompagner pour des traductions, pour vous montrer les lieux qui sont sensibles ou bien pour des contacts qui peuvent répondre à vos questions. Alors, il faut savoir que je suis parti avec une journaliste d'M6 qui s'appelle Cyrielle Stadler, une collègue avec laquelle après on verra, mais je vais repartir ensuite à Kiev. Ça faisait 1 mois qu'on préparait cette mission de reportage et du coup j'avais eu le temps, moi comme j'y étais déjà allé au début en 2014 et en 2015 au début de la guerre, j'avais des contacts sur place. En fait on travaille, et là à l'époque en 2014 j'avais travaillé avec une prof de français ukrainienne qui n'avait jamais fait de fixing, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de fixeur dans la zone, on s'improvise pas fixeur, etc. Et donc elle avait travaillé avec nous, puis peu après elle avait travaillé avec Paris Match, avec plein d'autres médias, elle était devenue fixeuse. Là elle pouvait pas travailler, et ça forcément quand on va dans ces endroits-là, on garde contact avec les gens. Et donc là par ricochet,
contact de contact, etc. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Alexandre, qui est sur place et qui lui aussi est prof de français. Il avait déjà été fixeur du coup, mais c'était pas son métier. Et du coup, on discute au téléphone avant, on parle et puis on se choisit quoi, comme ça. Mais c'est vrai que des fois, on rencontre pas les gens en vrai, etc. Mais très vite, on a des bonnes questions pour tisser des liens de confiance, savoir jusqu'où on peut aller. Est-ce que la personne elle a peur? Où est-ce qu'elle peut nous emmener? Voilà. Une fois sur place, hein, sur le terrain, quel accueil avez-vous eu de la part des habitants? Alors, les habitants, donc quand on passe le lendemain des premières attaques et de la première, cette invasion de l'Ukraine, nous on peut passer dans le Donbass. On comprend qu'en fait, si on ne pouvait pas passer, c'est parce qu'il se préparait quelque chose et que la presse qui était sur place déjà pouvait rester, mais personne ne pouvait rentrer. Et quand on arrive là-bas, en fait, on est bien accueilli par les habitants. Les séparatistes nous plusieurs interrogatoires avant de pouvoir rentrer. Il faut montrer patte blanche. Ils essayent de nous faire comprendre qu'il faut qu'on raconte la vraie histoire, c'est-à-dire leur version, parce que nous, on travaille après librement une fois qu'on est sur place. Et les habitants, en fait, il faut comprendre que c'est des civils et que eux, ils aspirent à la paix, en fait. Et ils ont envie de nous dire ça. Maintenant, à Donetsk, quand on y est, c'est une ville qui est bombardée. Elle est bombardée depuis 8 ans. Elle est pas loin de la ligne de front. Donc à Donetsk, c'est les bombes ukrainiennes qui tombent. Et en fait, c'est des habitants qui, du coup, voient plutôt l'invasion russe comme peut-être une solution pour eux d'obtenir la paix. Mais c'est pas forcément un sentiment de se dire on est pour les Russes. C'est de dire ça fait 8 ans qu'on vit la guerre. Ça fait 8 ans qu'on est bombardé. Notre ville s'est vidée depuis la moitié de sa population. Les familles sont séparées parce qu'elles sont des deux côtés de la ligne de front. Ils peuvent plus se voir alors qu'ils habitent à 20 km. Et qu'en fait, ils aspirent à la paix. Et donc, ils nous ouvrent leurs portes très facilement. Et ils veulent qu'on raconte leur vie et leur quotidien. Et les autorités alors sur place, la Russie comme l'Ukraine, comment réagissent-elles? Alors là, on va parler pas de l'Ukraine, mais des séparatistes et des autorités séparatistes. Elles nous laissent passer, elles nous laissent travailler. Quand on est sur place, on n'a pas eu de problème pour travailler, mais par contre, on n'a pas pu aller avec les militaires. Et quand on va avec les militaires, là, attention, ils vont contrôler quand même le travail qui est fait. Ça ne veut pas dire qu'ils vont censurer ou vérifier, mais ils peuvent avoir un œil quand même, ils veulent avoir un œil sur ce qui est fait, parce qu'encore une fois, ils veulent qu'on raconte leur version, qui est à dire que ici, c'est dans le Donbass séparatiste, c'est l'Ukraine qui agresse la population, et la Russie est là pour défendre, et les pro-russes, l'armée russe, sont là pour défendre la population de l'invasion ukrainienne, quoi. Les choses sont complètement renversées. Donc il faut avoir conscience qu'on est dans cette double narration, un peu sans arrêt, de deux visions qui s'affrontent, et nous, journalistes, on doit raconter la réalité. Alors vous allez me dire, la solution pour moi, elle est simple, c'est nous, on est avec les civils, à hauteur d'homme, avec les gens qui vivent là au quotidien. Quand on est en reportage comme ça, on ne fait pas de géopolitique. On raconte simplement, on est témoin de ce qui se passe. On a vu des journalistes menacés ou se faire tirer dessus, carrément. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez le danger? Vous vous dites j'abandonne, ou bien je patiente et je reviens après? Alors, abandonner, en tout cas là, il n'en a jamais été question. Avec Cyrielle, on s'entend bien, on a un peu la même vision de comment on peut être sur le terrain. On a tous les deux des familles, des enfants, on part sur des zones de conflit, mais en même temps on est là pour revenir, on est là pour ramener des images. On jauge le risque en permanence en fait. Et il faut savoir que quand on va dans un endroit qui est chaud, dans un endroit dangereux, en fait on y va pour quelque chose et pour un temps donné. Et il ne faut pas que ce temps soit long. C'est un peu ça, c'est-à-dire on s'approche un peu. On va dans un quartier qui est particulièrement touché, parce qu'il est proche de la zone de front. Et on prépare, on sait où est-ce qu'on veut aller, on sait qui on veut aller voir, et on y va, et en 30 minutes, on fait ce qu'il faut, et après, on repart. Il n'y a jamais eu encore, en tout cas pas là, cette question de peur. On n'a, nous, pas été menacés.
on n'a pas été mis en joue, même si ça nous est déjà arrivé dans d'autres situations de reportage. Donc la notion de peur est très subjective, mais là en tout cas, même si c'était une ville bombardée, il y a une ambiance, etc., qu'on retrouvera à Kiev d'ailleurs après, il n'y a pas eu de notion de peur. On a vu une journaliste quand même de France 2 qui était avec son JRI, qui accompagnait le ministre de l'Intérieur en Ukraine se faire tirer dessus. Alors ça, c'est des choses qui arrivent, mais vous savez, là-bas, les habitants, ils disent les bombes tombent tous les jours. Donc forcément, on sait qu'on va dans un endroit comme ça. Maintenant, on sait comment se mettre à l'abri, on a quelques notions, mais en même temps, qui peut dire ce qui va arriver, quoi. On est dans une zone de guerre, on est dans une zone instable. Et donc, il faut que tout ce qu'on peut maîtriser, on le maîtrise, mais il faut accepter aussi qu'il y ait des choses qu'on ne maîtrise pas, et notamment, on ne sait pas où tombent les bombes. Ouais. Après votre retour pour quelques jours en France, vous êtes reparti pour Kiev, en Ukraine, dans quelles conditions, en sachant que là, vous partez vraiment dans un pays en guerre? Alors, en fait, quand on était dans le Donbass, comme je vous disais, Donetsk, c'est une ville qui est bombardée depuis 8 ans. Et en fait, quand on va repartir à Kiev, avec Cyrielle Stadler, ma collègue, et un autre journaliste d'M6, Guillaume Brunero, on va en fait aller dans une ville où avec Cyrielle, on va retrouver en fait le son des bombes. On va retrouver le son des tirs, etc. un peu comme à Donetsk. Sauf que là, on est dans une ville qui vit ça que depuis quelques jours. Alors dans quelles conditions on part? Il n'y a plus d'avion. Donc en fait, on va à la frontière polonaise. Là, on récupère notre fixeur et on prend la route. On fait à peu près Lviv, Kiev par des petites routes, parce qu'il n'y a qu'un axe pour y aller, qui est un axe à ce moment-là, un accès. On part de l'ouest, on va à l'est, et après on passe par le sud de Kiev. Et là, on rejoint on rejoint notre hôtel et on part là-bas pour travailler. Mais là, nous, on a mis 3 jours pour faire la route, alors que en temps normal, elle se fait en une journée. On a vu beaucoup d'images, entendu beaucoup de témoignages, mais vous qui étiez sur place, qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que journaliste? En fait, quand on est à Kiev, à ce moment-là, c'est presque 2 semaines, 2 semaines et demie, on y arrive 2 semaines et demie après le début de la guerre. Les Russes sont au nord de Kiev, ils essayent plus ou moins d'encercler la ville, mais ils sont en difficulté. Du coup, Kiev est une ville qui se prépare à un siège, qui n'est pas une ville assiégée, mais qui se prépare à un siège, qui s'est vidée d'une grande partie de ses habitants, et où le son des bombes est vraiment quotidien, régulier. Le soir, il y a un couvre-feu. Quand le couvre-feu a lieu, on entend des tirs et des combats de rue. Donc voilà, l'ambiance est très particulière. Et en même temps, ceux qui sont restés à Kiev, une partie des gens qui sont restés ont un esprit de résistance. Et du coup, nous, quand on est journaliste, et comme on est avec les gens qui sont là, on va les voir, on raconte leur histoire, on est aussi porté par ceux qui restent et ce pourquoi ils sont restés. Donc faut avoir conscience de ça, c'est que forcément on peut être porté parce que les gens ont envie de résister, ils vivent là, ils continuent, c'est cette violence extrême à pénétrer leur quotidien et rentrer vraiment dans l'intime de leur vie, mais eux sont là et ont envie de se défendre. Donc il y a quelque part quelque chose de galvanisant là-dedans et qui nous porte aussi et qui donne pleinement sens à notre présence sur le terrain. À Boutcha, plus de 400 morts après le départ des Russes. Dans le Figaro d'hier, il semblerait qu'on a identifié les bourreaux russes. L'ambassadeur russe de l'ONU à l'ONU, il parle d'une mise en scène. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a convoqué hier l'ambassadeur de Russie à Paris après avoir tweeté cette information en disant que c'est indécent qu'il fasse ça. Vous qui étiez sur place, vous avez vu des scènes comme celles qu'on voit à la télé aujourd'hui sur Boutcha? Alors non, pas exactement, parce qu'en fait c'est, comment dire, ces images qu'on a vues là, en fait, elles sont là et les journalistes ont pu les faire parce que les Russes se sont retirés d'une ville comme Boutcha,
comme Hostomel par exemple. Et donc c'est quand les Russes sont partis que les journalistes, accompagnés forcément des forces territoriales ukrainiennes et de l'armée, ont découvert le massacre. Ces massacres, ces exactions, ces exécutions. Donc quand nous on est à Kiev, ces zones-là sont des zones de ligne de front. Donc on ne peut pas y aller. Par contre, c'est sûr que on a vu des morts à Kiev dans des bombardements. On a été dans le bombardement d'un supermarché dont on a beaucoup entendu parler. On était là très tôt. En arrivant, il y a des cadavres parce qu'il y avait des gens dans le supermarché qui gardaient, c'était la nuit, mais qui gardaient le supermarché. Et donc, il y a des cadavres qui sont à l'entrée du supermarché. Et forcément, quand on va sur ces terrains-là, on est confronté à la mort, d'une manière ou d'une autre. Parce que la guerre... ça paraît facile de dire ça, mais c'est violent, ça tue, et c'est les civils qui en payent le premier prix, quoi. À chaque fois, sur tous les terrains de guerre où je suis allé, il y a des civils qui meurent, qui sont touchés, la guerre les touche, et même on s'aperçoit, et pas, d'ailleurs, pour moi, c'est pas une surprise, tout ce qui se passe, parce qu'on sait que l'armée russe, dans différentes opérations militaires et guerres qu'elle a fait avant, a agi de la sorte. Et donc, en fait, il y a les exécutions sommaires, le viol, les agressions sont utilisées comme armes de guerre pour terroriser la population. C'est un fait, quoi. Et on le voit. Donc, c'est des scènes horribles. Alors là, c'était mes collègues, parce qu'il y a une deuxième équipe qui nous a relayés quand nous, on est partis, qui, eux, sont arrivés à Kiev. Et au bout de 2-3 jours, on commençait à faire ces sujets-là parce qu'ils avaient accès à ces zones. Et ils ont ramené des images terrifiantes et en même temps nécessaires. Parce qu'en fait, là, le journaliste est sur le terrain et comment dire, répertorie ce qui va sûrement être désigné, même juridiquement, comme des crimes de guerre. Comment la presse russe parle-t-elle de ces images? Et est-ce qu'elle les montre déjà? Alors ça, moi je suis pas en Russie, mais les contacts que j'ai et puis on le voit, je vois sur Twitter en suivant des comptes de journalistes français basés en Russie. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'elle semble montrer ces images, mais elle désigne ces images comme de la manipulation en cherchant des preuves que c'est des acteurs qui ont été posés là, que c'est du fake news en fait. Ouais. Et donc là. Après, combien de temps vont-ils pouvoir mentir on verra, mais il faut savoir que pour être allé en Russie plusieurs fois, avoir travaillé en Russie, avoir fait des sessions de reportage en Russie, la propagande existe, quoi. Je veux dire, quand on allume la télévision russe, on nous raconte une autre histoire. Il n'y a qu'une histoire d'ailleurs qui a raconté, c'est l'histoire officielle. C'est ça hein, la différence entre une démocratie où la presse est libre, c'est que quand la presse est libre, elle est libre de raconter les histoires qu'elle veut raconter. Dans un état de propagande, il n'y a qu'une histoire qui doit être racontée, une seule, et c'est le cas en Russie. Comment on revient d'un pays en guerre? C'est-à-dire comment on revient physiquement ou... Les deux, physiquement et moralement. Non, mais alors, là, l'équipe avec qui j'étais, avec Cyrielle et Guillaume, en tout cas avec Cyrielle, on a de l'expérience maintenant. Depuis 2014, moi, je pars régulièrement sur des terrains difficiles, on va dire. Pas forcément des zones de guerre, mais des terrains difficiles et des zones de guerre. Du coup, il y a quand même... alors moi, ma manière de vivre les choses, elle est très simple. C'est que déjà, je suis, comme je le disais tout à l'heure... j'ai pas la prétention de faire autre chose que des reportages à hauteur d'homme, c'est-à-dire la caméra, on est avec les personnes qui sont là, qui vivent le quotidien. Après, des fois, on tourne un peu avec l'armée, mais on est avec les personnes, quoi, sur le terrain. C'est du reportage, on est reporter, quoi, on est vraiment sur le terrain. J'accepte d'être touché, bouleversé par ce qui se passe. Je suis là forcément, je sais qu'en partant dans ces endroits-là, je vais être marqué. Je sais que je vais être bouleversé, je sais que je m'en souviendrai toute ma vie et je cherche pas à le cacher, à le nier. Donc je prends ça comme des choses qui vont bouleverser, changer ma vie. Après forcément, la posture de journaliste nous permet peut-être un peu de nous protéger. Mais comment vous vous protégez dans ces cas-là? En fait, il y a, par exemple, je sais pas, mais
quand on a la caméra, c'est comme un peu, donc on a nos outils qui nous mettent dans cette posture-là. On n'est pas spectateur, on est témoin. C'est pas la même chose. Le spectateur, il se prend tout comme ça. Témoin, c'est choisir où on se place sur une scène quand on la filme, se poser la question comment je vais filmer. Vous parliez des cadavres tout à l'heure. On arrive, il y a des hommes qui sont morts, qui sont là. Comment je les filme? Parce que comment je dois raconter ça après? Qu'est-ce que je vais pouvoir montrer? Comment je peux suggérer les choses? Comment je peux suggérer l'horreur, etc. Donc c'est là où on est dans une posture aussi journalistique. Mais moi j'accepte complètement de revenir transformer de ces choses-là, et c'est peut-être même pour ça que je fais ces reportages-là, quoi. Vous pensez qu'il est donc primordial d'être sur place pour une information fiable, exacte et vérifiée? Je pense que c'est primordial d'être sur place pour ce genre d'informations. Après, on en discutait justement avec Cyrielle Stadler et Guillaume quand on était sur place. Nous, c'est sûr qu'on n'est pas là-bas pour faire de la géopolitique. Quand on est à Kiev, qu'on fait nos sujets sur le quotidien, sur les bombardements, la vie qui est là, etc. On est sur le factuel, sur raconter des histoires, quoi. Si on nous demande de prendre de la hauteur, d'étudier le mouvement des troupes, etc., on est incapable de le faire. On est sur le terrain. Donc moi je trouve ça vraiment nécessaire, et bien sûr que c'est nécessaire, mais en même temps c'est nécessaire d'être là comme c'est nécessaire d'être ailleurs. Je sais pas, je pense à, vous savez, il n'y a pas que dans la région, il y a par exemple Louis Viter qui est parti à Kiev aussi, presque un mois je pense, à la frontière, puis à Kiev. Il y a Jérémy Paolini, je crois, qui était lui à la frontière polonaise. C'est des journalistes indépendants. Louis Viter, il est à Calais le reste du temps. Il faut aussi être là-bas. Il faut être à Calais, il faut être à Kiev. Il faut être sur le terrain. Il faut qu'il y ait des journalistes qui soient témoins. Et là, c'est sûr que c'est des grands événements. Mais finalement, on veut faire la même chose là-bas que ce qu'on fait peut-être ici, en fait. Ouais, justement, vous êtes nombreux à aller dans des pays en guerre. Comment vous organisez? Quelle solidarité entre vous sur place? Là, on a échangé des messages, par exemple, avec Louis Viter, on a échangé quelques messages, j'ai échangé avec lui, mais on n'a pas pu se voir, parce que après, on a nos rythmes de travail. Nous, on fournissait 2 sujets par jour, on est vraiment à fond dans le boulot. Mais on se téléphone, on peut se téléphoner avant, se donner des conseils, comment t'as fait pour passer, comment t'es allé là, quel moyen de transport t'as pris, est-ce que ton fixeur reste, etc. Ça peut être ce genre de choses. Et en tout cas, sur place, nous, on était dans un endroit où il y avait plusieurs journalistes dans notre hôtel. Et là, il y a une grande solidarité, quoi. Le soir, on sait qu'on a tous vécu des choses compliquées. Ça se parle, ça s'aide, ça se dit, ça se donne des conseils, etc. Il y a vraiment une grande solidarité sur le terrain. Olivier Dubois, journaliste français, otage au Mali, il a été capturé par des djihadistes le 8 avril 2021. Cela fait 12 mois qu'il est otage au Gao, dans le nord du Mali. Vous étiez au Mali aussi pour des reportages. Que pouvez-vous nous dire sur les conditions de travail dans un pays comme le Mali, et est-ce qu'il faut continuer à y aller, en sachant que Olivier Dubois, lui, il habite sur place, il a sa famille sur place. Donc, comment on peut travailler dans des pays comme cela, et est-ce qu'il faut absolument la presse étrangère dans des pays comme ça? Alors moi j'étais au Mali en décembre, mais dans des conditions un peu particulières. C'est que on allait faire une session de reportage sur le redéploiement à l'époque de la force Barkhane, puisque c'était le terme employé, redéploiement, c'est-à-dire ils cédaient aux forces armées maliennes plusieurs camps comme celui de Tombouctou, où j'étais moi, puis ensuite à Gao. Donc moi quand j'y suis allé, j'étais embarqué avec l'armée malienne, ce qui n'a rien avec l'armée française, pardon. J'étais tout le temps avec l'armée française, donc quelque part aussi protégé, etc. Même si on est allé à Tombouctou, rencontrer les habitants, à Gao aussi, on est allé dans la ville de Gao.
Forcément, j'ai beaucoup de respect pour Olivier Dubois, je le connais pas, mais j'ai beaucoup de respect pour son travail. J'ai beaucoup de respect pour ces journalistes qui sont correspondants dans des zones, qui habitent, qui font leur vie, qui ont leur vie là où ils sont et qui travaillent sur la longueur sur des sujets et ils ont des contacts, etc. Et forcément, oui, j'ai envie de dire que pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on lui apporte tout notre soutien. Donc il y a ces vidéos sur le Club de la Presse, mais moi je fais partie aussi de la SDJ d'M6 qui a signé, qui participe avec plein de SDJ à la signature de la tribune qui est sortie ce matin dans Libération. C'est le seul otage quand même français en ce moment. Et forcément on a du respect pour lui parce que il faisait son travail, quoi. Et qu'un journaliste, il a envie d'aller parler à tout le monde. Il a envie d'aller raconter des histoires et en fonction de ses contacts, etc. Et si on n'a pas cette information indépendante qui nous informe, comment on comprend les choses et les réalités du terrain, quoi. Donc moi je pense que c'est nécessaire, mais force est de constater que c'est dangereux. Et en même temps, il y en a beaucoup, je pense à tous ces journalistes indépendants, particulièrement collaborateurs pour qui j'ai beaucoup de respect, collaborateurs de grands médias et de plus petits médias qui sont installés dans des pays, qui des fois font le choix d'aller dans tel pays parce qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes et qu'il faut raconter ces histoires. Ils ont un courage extraordinaire et ils contribuent vraiment à une réelle information de terrain et de reportage. Et donc forcément aujourd'hui on pense à lui et à ses proches pour leur envoyer vraiment un maximum de soutien. Merci beaucoup Emmanuel Michel. Merci à vous. d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.